Avant de commencer ce podcast, laissez-moi vous parler un peu de notre commanditaire au trio économique. Jean-Sébastien Lebrun, avocat fiscaliste de chez Spiegel Ryan. Donc, si vous avez besoin de conseils juridiques professionnels en matière fiscale, Jean-Sébastien Lebrun, avocat, c'est la personne qu'il vous faut. Il offre une gamme complète de services pour répondre à vos besoins en matière d'achat et vente d'entreprise, de planification fiscale et successorale, ainsi que pour résoudre à peu près tous les litiges fiscaux auxquels vous pouvez penser. Il offre un accompagnement personnalisé pour assurer la réussite de vos transactions et de vos affaires fiscales, et ce, partout au Québec et même au-delà des frontières. Contactez-le, Jean-Sébastien Lebrun, au 514-866-9842. Bon épisode. Hey, bienvenue dans le trio économique. Vincent, il est de retour. La neige, mon Dieu, qu'il a neigé en Virginie. Ses enfants ont pu finalement retourner à l'école après 2 semaines. Non, il n'est pas tombé 200 cm. Seulement 45 cm ont été suffisants pour paralyser ce grand État américain. Quand même, il faut le faire. Juste avant qu'on commence, les leçons du passé d'Antoine Bernier, la trilogie maintenant officielle, parce que oui, ce que vous voyez à l'écran, le courage de faire face, le tome 3, il est sorti et il est épais, mes amis. Antoine a complété son histoire, 500 plus pages, sérieusement, avec il y a toutes sortes de notes de bas de page. C'est quand même rare, tu vas voir un roman avec des notes de bas de page, mais ça en est un. OK, c'est un vrai roman inspiré du trio économique, veux pas. Fait qu'il fallait qu'il y ait des notes de bas de page, des notes de fin de livre, en fait. Puis, on va finalement savoir si Elliot retourne dans le futur ou s'il reste dans le passé. Ce grand ami de gauche, joueur de baseball, qui est retourné dans les années 1920 pour aller tester justement comment on vivait la vie à l'époque. Il travaille notamment dans un centre de distribution de charbon. Plusieurs personnages du trio économique sont dans ce livre-là. C'est ce qui en fait un C'est peu... pas vrai. C'est pas vrai. Il y a juste Peter Rock puis Gélossimino, quelque chose comme ça. J'oublie jamais comment le prononcer. Là. Il y a des bons personnages. Et puis Lucien Bouchard est là-dedans, à quelque part. Hein. Et vous avez même Joey Aubé à quelque part. Travaillez. Travaillez, bande de lâche. Vous N'oublierez quand pouvez, vous serez mort. vous pouvez détecter Joey en fonction de l'imparfaite conjugaison des verbes. Moi, je fais partie du tome 1 de ce que j'ai compris. J'ai un petit passage qui me représente. Frank, t'es-tu là-dedans? J'ai peut-être dans le tome 3, mais il me semble que tu fais aucune apparition à date là, dans le livre. Ah, ça se Mais, peut. non, mais c'est super bon. Fait que sérieusement, je vous invite à le commander. C'est disponible sur Amazon uniquement parce que c'est ça, des livres non subventionnés. On fuck les librairies du Québec. Calique. Ouais. C'est bon. C'est Pas comme vrai? ça, foutre la merde. Oh, c'est Ouais. parfait. C'est correct. C'est parfait. On va Fait que, survivre. fait que Vincent, aujourd'hui, tu disais que tu voulais parler de santé, dans le fond, les mythes en santé. Moi, faut que je vous dise, là, j'ai une des phrases les plus NPC du Dôme ever, là, que je suis plus capable d'entendre, c'est notre système de santé, là, il est pas parfait. Mais quand tu rentres dedans, là, Ah là, Christy que t'es bien soigné. hey, Le ça, prochain là. qui me dit ça, j'y pète les dents, je pense. Il pourra constater lui-même, voir si... Mais je ne l'ai pas inventé, cette phrase-là. Je pense que ça fait 1 million de fois que je l'entends. C'est NPC, ça, c'est l'enfer. Fait que ça fait partie de tes mythes, ça, Vincent? Ben oui et non, mais indirectement, OK. ça va rentrer dedans. Mais écoute, ça a comme bien à donner parce que je donne un cours de doc en économie mathématique, puis il y a un des cours où est-ce que je couvre des articles sur les indices de prix, puis comment tu mesures pour les gains de qualité, puis des choses comme ça, puis c'est quoi la théorie derrière pour que tu puisses mesurer ça. Puis en même temps, pendant que je préparais le cours, je me suis mis à lire 2 petits livres. Fait que là, tu sais, je vais mettre un peu le share screen pour que les gens puissent suivre qu'est-ce qui se passe. Fait que tu sais, j'ai commencé à lire 2 livres à côté. Il y en a un qui est très court, c'est celui Why are the prices so damn high sur le système de santé. Puis l'autre à côté, Cost Disease. Fait que tu sais, les 2 articles en top, c'est ce que je donne à mes étudiants. L'autre, c'est des livres que je me suis mis à lire, qui ont comme sont corollaires à ça. Puis en les lisant,
il y a un personnage que Frank aime bien gros, Ah oui. qui a comme écrit une affaire, qui a comme juste adonné. Fait que c'est Alexandre Dumas, euh, le... Semble-t-il qu'il est historien, ce monsieur-là. Oui, il est historien. Il a écrit des très bons livres, notamment sur... je pense que je vais le mélanger avec un autre historien, mais il y en a deux que je pense. Mais je pense que c'est lui qui a écrit sur le parlementarisme au Québec. Puis c'est de bonne qualité. Là. Si c'est pas OK. celui-là, je l'inverse Fait avec que c'est quelqu'un juste ses d'autre. commentaires politiques qui sont de ce niveau-là. Là. OK. Ouais, mais sa recherche est bonne. Pour vrai, j'ai pas de. C'est un chercheur qui a des opinions, puis tu sais, si Non, c'est. mais c'est juste que Mané, je l'ai comme débusqué comme étant très sloppy sur quelque chose, puisqu'il utilisait une quote de Pierre Desrochers, il faisant dire qu'il vantait la magie Ouais, des je me suis logements dit. sociaux. Fait que je me suis dit, si le reste de sa recherche est à l'image de la citation qu'il a faite là-dessus, ça doit pas être fort fort. Mais bon, c'était peut-être juste une erreur comme ça de parcours. Ouais, ben c'est peut-être. Je pense que c'est ça aussi. Puis des fois, il se venture un peu. Il s'aventure dans des domaines qui sont peut-être pas. Qui est peut-être pas bien outillé pour analyser. Puis je pense que le truc de santé qu'il parle ici, c'est vraiment un bon exemple. Puis c'est parce qu'il dit, en gros, quand on regarde les systèmes de santé publics, privés, euh, c'est pas vrai que le privé réduit les dépenses. Puis là, ce qu'il fait, c'est qu'il regarde les États-Unis. Puis là, un peu l'analogie, c'est que les États-Unis sont plus privés qu'ailleurs. Et les Américains dépensent plus par personne, mais aussi, puis il ne dit pas dans son truc, mais aussi en pourcentage du PIB, ils dépensent plus que dans d'autres pays. Ben Et ouais, mais c'est parce qu'ils pourquoi? sont plus riches, ça, c'est pas parce qu'ils. Oui, mais ils sont plus riches, mais je vais expliquer. Le but d'aujourd'hui, c'est un peu de dire. Ouais, mais attends un peu. il- Moi, objection, votre honneur. Nous, on dépense pas beaucoup, peut-être en dollars par rapport aux États-Unis, mais on dépense beaucoup en temps. Quand j'attends 20 heures à l'ouvrage, si j'applique mon taux horaire là-dessus, je dépense de l'argent en tabarnak. oui, fait que, tu sais, c'est sûr que quand tu tiens compte de la valeur du temps d'attente, Ça vaut de on- l'argent, du temps d'attente, là. c'est ça. Les États-Unis, c'est pas clair si vraiment, tu sais, ils dépensent plus par tête de pipe. Mais mettons que c'était vrai. C'est parce qu'ils ont comme ici une mauvaise compréhension de c'est quoi c'est quoi l'économique de la santé. Fait que c'est plus que lui, il me donnait un exemple d'un mauvais raisonnement. Bien sûr, tu sais, comme une personne typiquement à gauche, il dit le problème, c'est que l'État veut faire, le privé veut faire du profit, comme si les bureaucrates étaient des anges, là. Mais mettons ça de côté. Euh, je me suis dit, ben, crime, c'est quoi tu sais, l'économique de la santé? C'est quoi, tu sais, comment est-ce qu'un économiste pourrait expliquer aux gens que ce qu'on observe, là, puis Frank a comme donné un peu la réponse, là, en disant, ben oui, les Américains ils dépensent plus parce qu'ils sont plus riches. Oui, c'est exactement ça, mais c'est encore plus. Si tu comprends qu'est-ce que ça veut dire, pourquoi c'est ça, c'est pas qu'ils sont juste plus riches puis qu'ils dépensent plus. C'est, c'est le processus par lequel ils sont plus riches qui fait que non seulement ils peuvent dépenser plus, mais qu'aussi que ça coûte plus cher. C'est comme une sorte de paradoxe qui doit être expliqué aux gens, mais que c'est pas en soi quelque chose de nocif. Fait que je vais comme essayer de recentrer un peu la conversation. Mais si je On peux peut dire juste, quelque juste chose, là. Yann, 2 secondes, si je peux juste préciser ce que je voulais dire en disant ça, c'est pas une phrase lancée au hasard. Ce que je veux dire, c'est que moi, je pense que ceux qui réfléchissent comme lui, ils font une mauvaise adéquation de causalité. Tu sais, dans le fond, la cause et la conséquence sont pas la cause et l'effet sont pas linéaires là-dedans. Là. C'est-à-dire que tu pourrais prendre un pays qui est entièrement public, géré en santé, puis tu dis, ah, il dépense moins par habitant, donc là-bas, la santé coûte moins cher qu'ailleurs. Ouais, mais pour pouvoir faire cette adéquation-là, il faudrait que tu ajustes ça par rapport aux revenus moyens par habitant puis par rapport à la richesse de ce pays-là. Sinon, ta stat, ça ne veut rien dire. Là. Ah, Tu sais, dans le puis, fond, en URSS, ils ne devaient pas dépenser beaucoup par habitant en termes de santé, mais ces services de santé devaient être assez médiocres, merci. Ça n'a pas ah, rapport à puis cause c'était étatique ou pas, ça a rapport parce qu'ils étaient pauvres. va plus loin aussi. C'est qu'à un moment donné, comme individu, quand tu as une certaine richesse, tu viens qu'à commencer à consommer plus de produits de luxe. La santé, les gens vont dire, ben, hey, c'est pas un produit de luxe, ça. Ah, t'as peu, c'est pas un produit de luxe. Initialement, évidemment, quand tu es malade, c'est pas un produit de luxe. Tu as une maladie quelconque, tu veux la soigner, et ainsi de suite. Tu sais, c'est urgent, c'est dangereux pour ta vie. Money is no object, tu vas être soigné. Là, fait que tu vas mettre de l'argent. Mais ça devient quand même un produit de luxe à un certain moment donné parce que, tu sais, je veux dire, si tu arrives, puis il
il y a une drogue qui sort, je dis une drogue, mais un médicament qui sort pour le traitement, moi je ne sais pas, diabète de type 2, mais ce médicament-là coûte super cher. Diabète de type 2, as-tu réellement besoin de contrôler ça avec un médicament nécessairement? Tu peux faire attention à ton alimentation, tu peux avoir certaines peut-être injections, peu importe. Meilleur exemple que ça encore, Yann, les soins de chirurgie esthétique. On aime ça rire des Américains. Tu sais, c'est de bon ton là, Ouais, de dire hey, check les femmes américaines. Ils ont toutes les babines soufflées, puis le menton qui a été ouais, liposuctionné, puis tout. Non, mais tu vas comprendre ce que je veux dire. Ce que je veux dire par là, c'est ben, c'est sûr que si tu es pauvre, tu peux pas te les payer, ces soins-là, même si c'est de la santé, entre guillemets, esthétique. Si tu as de l'argent, ben, peut-être que tu vas considérer faire ça, même si c'est pas 100% ben, essentiel, mais ça en est des soins de santé pareil. ça va là, effectivement, mais gardons ça au niveau de santé pour éviter les arguments trop faciles du côté gauche, là. Euh, le fameux médicament, qui est quand même vraiment dispendieux parce que ça fait pas longtemps qu'il est sorti puis tout ça, clairement, aux États-Unis, on va te le donner. Parce que si tu as le goût de le payer, tu vas y avoir accès. Ouais. Au Ouais, Québec, dans un système de santé entièrement public, il va être barré. Les assureurs ne voudront pas le payer, puis l'assureur public encore moins. Tu n'auras pas accès à ce médicament-là. Fait que, tu sais, ça, c'est le bout qu'on oublie aussi. C'est que oui, ça coûte plus cher aux États-Unis, mais il y a une liberté de choix aussi sur les médicaments. Si tu veux te payer le dernier médicament tout frais sorti du four qui coûte un hostie de bras, tu peux le payer là-bas. Ici, tu peux juste pas, là. ouais, ben écoute, t'as comme dit pas mal l'entièreté de ce que je t'avais de dire, mais tu l'as comme tout compressé ben en un morceau. Bon, le Puis, podcast est fini, on passe à la taverne. ben c'est ça. 10 minutes 50. Ben écoute, faut être efficace dans la vie. Sinon, écoute, qu'est-ce qu'on ferait? On pourrait avoir une émission avec un band de radio de musique qui joue pour nous. Exact. Bien sûr, payé par les contribuables. Euh, non, en fait, la première chose qu'il faut comprendre, c'est que quand Yann dit c'est un bien de luxe, le terme bien de luxe vient parmi les économistes d'une définition purement technique qui dit si ton revenu augmente de 1%, est-ce que tu augmentes tes dépenses sur ce bien-là de plus que 1%? Si la réponse c'est oui, c'est que tu as un bien de luxe. C'est pas une question, il n'y a pas de moralité là-dedans. Il n'y a pas de. Ouais, c'est Je vous objectif. dis, c'est purement une définition Ben, objective. prends juste la bouffe qui est pas un bien de luxe. OK? Se nourrir, tu as besoin de ton 2500 calories par jour. C'est ce que tu as besoin. Ben, c'est pas parce que tu es plus riche que tu vas en manger 4000. Ça Exactement. veut juste dire que tu vas peut-être payer plus cher ou tout ça. Tu dis, tu vas peut-être plus aller au resto. Oh, le restaurant devient un bien de luxe. Le Mais, restaurant, c'est un bien de luxe, mais ton l'alimentation. épicerie, non. Exactement. Fait que ça dépend vraiment un peu de qu'est-ce que tu peux avoir. Dans les biens de luxe, par exemple, les voyages, définitivement, répondent à ça. Pense un peu de la manière suivante. Si votre revenu baisse, c'est quoi que vous coupez en premier? Ben, les premières choses que vous coupez quand votre revenu baisse en termes de dépenses, c'est généralement les biens de luxe. C'est ceux qui ont qu'on dit une élasticité face au revenu de plus que 1%. Puis Dans là, le monde ici, financier, on va faire la différence entre consommation de base et consommation discrétionnaire, notamment entre deux secteurs économiques. Deux secteurs économiques très gros sont considérés comme différents. C'est consommation de base, consommation discrétionnaire. Si tu veux monter un portefeuille résistant à une récession, tu vas mettre de la consommation de base dedans. Si tu veux monter un portefeuille qui va se faire planter pendant une récession, mets de la consommation de luxe dedans ou consommation discrétionnaire. Ça, c'est les premiers stocks qui plantent généralement au début d'une récession. Fait exactement. que là, le graphique qu'on a à l'écran, il nous Écoute, montre en fait l'argent qui est dépensé par. exactement. Par C'est la personne. relation entre le revenu dans différents pays et les dépenses par tête de pipe en santé. Puis ce que tu vois, c'est que plus tu es riche, plus tu dépenses davantage sur des soins de RKV santé. solide, là. Oui, mais c'est super tight comme relation. En fait, même dans des études micro, là, ici, ils utilisent juste entre pays. Mais même quand tu utilises des études micro, c'est pas mal ça qu'on trouve. Fait en moyenne, là, le plus bas que moi j'ai vu dans les chiffres, c'est que si tu augmentes ton revenu de 1%, les dépenses en santé augmentent d'à peu près un peu plus que 1,2%. Dans certains cas, ça va à du 2 pour 1. Donc, ton revenu augmente de 1%, tu dépenses 2% en plus. Fait que si, mettons, mon revenu passe de 10 000 à 11 000, ben, j'ai augmenté mon revenu de 10%. Mais si je dépensais 1 000 $ en santé, donc 10% de mon revenu, ben maintenant, sur le 11 000, je vais dépenser 2 000 en santé. Fait que là, parce que je suis devenu plus riche, ben, j'ai réorganisé mes dépenses vers
des soins de santé que mes revenus me permettent. Mais ça, c'est le bug, je pense, que la plus grosse différence entre la compréhension de l'économie de la santé entre la gauche et la droite. C'est que si tu arrives et tu dis la santé est un bien de luxe, avec les explications que tu viens de donner, je pense qu'on comprend que c'est. Il y a un certain niveau de soins que non, mais à partir d'un certain niveau de soins, la réponse est oui, c'est effectivement un bien de luxe. Ben, la gauche va refuser catégoriquement cet argument-là. Ils vont dire la santé, c'est important, c'est des blablabla, puis là, ça part. Parce qu'on Ben s'en écoute, va dans les émotions tout de suite. Mais je veux dire, si on refuse ce constat-là pour commencer, on ne peut pas débattre. Là. ben écoute, Mais si tu la sais, réponse, si la réponse c'est un rejet d'un argument de science économique parce que t'aimes pas l'argument, ben écoute, pour moi, la conversation effectivement se termine, mais mais c'est le même type de personne qui dit j'ai le droit de te traiter comme toi tu traites tout le monde qui critique le réchauffement climatique de négationniste. Je vais juste te traiter de négationniste de l'économie, puis c'est juste que tu essayes d'éviter un argument, de ne pas engager avec des faits. Donc, je veux dire, si c'est ça que tu veux faire, sois conscient que si c'est ça l'argument que tu veux faire, la conversation vient de se terminer, mais tu viens de te peindre dans le coin comme étant un clown. moi, ce que j'aime, c'est le post que tu faisais apparaître au début là, de Dumas. Là. Il dit à un moment donné clairement la phrase suivante. T'as un petit peu, faut, juste que je retrouve, là, il dit il ne résiste pas à l'épreuve de la réalité. Autrement dit, lui, il dit qu'il faut parler des faits. Les faits parlent d'eux-mêmes, ils sont indéniables. Ben, regarde, peut-être j'empiète sur des affaires que tu vas présenter, mais je vais vous présenter, moi, 2 graphiques. Je les ai retrouvés, je me rappelais qu'ils existaient, mais je pense que ça vaut la peine des mettre à l'écran juste pour que les gens voient. Les Bah, voici, les faits du système canadien. Si on prend les pays qui ont un système de santé qui ressemble au nôtre, le Canada est le 3e pays qui dépense le plus d'argent en argent par habitant. Il est 27e pour le nombre de médecins. Il est 25e pour le nombre de lits d'hôpital. Il est 27e pour les soins intensifs. Il est 28e pour les appareils type scanner, ce genre de trucs-là. Yeah. Et il est dernier pour les temps d'attente. ouais, ben c'est là que, ici, tu vois, ben, regarde, en fait, quand tu mets ce graphique-là, là, la chose que les gens ne comprennent pas, c'est que depuis quand est-ce qu'on mesure la quantité de choses qu'on consomme en fonction des dépenses qu'on a faites? Je veux dire, Yann, il ne va pas compter le nombre de piastres qu'il a dépensé sur de l'équipement de baseball. Il va compter le nombre d'équipements de baseball qu'il a acheté Ben pour oui. une dépense. Ben oui. Mais ça, c'est quelque chose qu'en santé, on a comme complètement oublié. C'est quoi qu'on Ouais. mesure? Parce que Qu'est-ce si qu'on tu- a acheté avec cet argent-là? ben, c'est ça la question. Puis il y a peu de gens. Puis c'est même parmi les économistes, souvent, on fait la gaffe nous-mêmes d'oublier ce point-là parce que ben, tu sais, c'est la seule mesure qu'on a généralement parce que comment est-ce qu'on mesure un service comme un soin médical? On a souvent des manières dans certains cas, on peut le calculer. Donc, disons, des opérations cosmétiques qui sont relativement simples, on peut. Des opérations ophtalmologiques, on est capable. Mais c'est vraiment dur de mesurer, genre, ce qui est consommé parce que ben, c'est quoi les dimensions de qualité qui viennent avec ça? C'est quoi, tu sais, c'est quoi un service médical? Fait on a comme plein de manières indirectes de mesurer, mais ils reviennent tout le temps à devoir utiliser d'une manière ou d'une autre Ben, une dépense, mais c'est pas en soi la consommation oui, puis en termes de quantité. ce que j'aime du Fraser, là, c'est un autre graphique qui fait un peu le lien avec les mêmes données, mais présenté un peu différemment. Parce qu'on montre l'évolution de 2004 à 2024 sur 20 ans. Mais ce que j'aime de leur donner, c'est qu'ils partent aussi du principe qu'eux autres, ils ont été vraiment, tu sais, quand tu disais être généreux, là, eux, ils ont pris que les autres systèmes qui ont des assurances universelles. Donc, on exclut les systèmes qui n'ont pas d'assurance universelle pour les soins de santé, tout ça. Fait qu'on dit, on va prendre des systèmes similaires au système canadien, au sens où il n'y a pas de gens qui n'ont pas de soins de santé parce qu'ils sont trop pauvres ou que c'est seulement de l'assurance privée ou ce genre de choses-là. Ben, encore une fois, ça montre qu'en 2004 et 2024, tu vois, on a un peu bougé dans le classement. On n'est plus ceux qui dépensent le plus. On est quand même 4e sur 22, mais on est quand même en queue de peloton pour les machines à résonance magnétique, les scanners et le nombre de médecins par 1000 habitants. Fait qu'à un moment donné, si l'argent qui était mis
était garant d'une qualité de soins, ben, ces indicateurs-là parleraient par eux-mêmes. On dirait, OK, le Canada dépense beaucoup, par exemple, mais si tu le compares aux autres pays, hey, on a des top machines, on a beaucoup de médecins par habitant, mais la réalité, c'est pas celle-là. Tu peux, pour ceux qui veulent, là, vous pouvez aller sur le site de l'Institut Fraser, fouiller dans ces études-là. Toutes les graphiques le montrent sur à peu près tous les indicateurs. Il y a moins d'infirmières par 100 000 habitants, il y a moins de médecins, il y a moins de machines, les temps d'attente sont plus longs, malgré des dépenses incroyables. Fait que d'aller dire après ça, ouais, mais quand même, on dépense moins qu'aux États-Unis, donc notre système est meilleur, c'est un méchant raccourci intellectuel. Solide, solide. Puis écoute, juste te donner, pour doubler la mise sur ce que tu viens de dire, euh, quand tu regardes regarde, voici une chose. Imagine que demain matin, on pouvait mesurer les services de santé qui sont consommés par personne, puis on dit il y a une unité. Peu importe c'est quoi Ouais. cette unité-là. C'est la vraie difficulté, by the way, en santé, là, c'est que c'est dur comptabiliser une unité de soins comme du monde. Là, c'est quand même tough. Là. Ouais, mais imaginons qu'on pouvait, OK? Pour simplifier, imaginons qu'on pouvait. Je sais pas si tu voulais faire réapparaître ton Oui, graphique, j'aimerais ça que le graphique réapparaisse Ouais. pour que les gens comprennent. Fait imagine qu'on avait une unité, mais là, on dit, OK, c'est une unité, mais la qualité s'améliore. Fait en gros, c'est comme. Ben, si la qualité s'améliore, c'est comme si tu en consommais plus qu'une. Right? Si tu gardes la quantité constante, la qualité s'ajuste, tu devrais tenir compte de ça. Et ben, quelqu'un a dit, ben, regardons un peu l'analogue de ça. C'est que si tu consommes la même quantité, mais la qualité s'améliore, ben, de combien est-ce que le prix ajusté pour la qualité augmente? Fait que là, c'est un peu l'inverse. C'est si la qualité augmente à travers le temps, mais que tu consommes la même quantité, ben, c'est comme si tu consommais plus de services. Mais s'ils sont plus coûteux à cause du gain de qualité, ben, ça ne veut pas dire que les coûts ont augmenté à cause que les services sont trop coûteux à produire. C'est que la qualité a augmenté d'une manière à ce que maintenant tu consommes en tant que tel, plus de services, même si l'unité, c'est toujours genre une unité de service, mais c'est une unité qui vaut plus. Mais lui, il dit, ben, faisons juste enlever la valeur de la qualité. Puis ici, les deux choses qui montent, c'est pour deux procédures pour lesquelles deux maladies, excuse-moi, pour lesquelles on est capable de faire un ajustement de qualité pour tenir compte de la valeur de la qualité des services. Puis de combien on surestime l'inflation médicale, donc l'augmentation des coûts. Ben, la ligne qui est la plus au top dans ceux-là, la petite ligne qui est un peu couleur genre bleu, poudre, lettre, là, la première, ça, c'est la vraie inflation telle que rapportée dans les données publiques pour l'hépatite C et l'arthrite. Et chacune des lignes qui est plus bas, qui montre qu'en fait, les prix ont baissé, c'est selon différentes hypothèses de comment on comptabilise les gains de qualité en fonction de la valeur d'une année de vie sauvée par les gains de qualité. Donc, si la qualité est meilleure, tu peux vivre plus longtemps. Mais c'est quoi la valeur d'avoir une année de plus de vie grâce à cette procédure-là? Puis combien, tu sais, en réalité, OK, fine, j'ai payé 1000 pièces de plus, mais j'ai 10 000 pièces de plus en revenus additionnels dans ma vie. Bien, il faut que tu tiennes compte un peu de cet ajustement-là. Bien, au final, les prix ont baissé pour l'hépatite C et pour l'arthrite, ils ont augmenté beaucoup moins que ce qu'on dit. Donc, au final, tu vois, ben comme il faut tenir compte un peu des dimensions de qualité. Puis quand tu le fais systématiquement, pas juste pour deux procédures, puis tu dis, OK, on va essayer de prendre un panier le plus possible capable de tenir compte des services consommés. Puis c'est l'espèce de ligne en vert ici, où est-ce qu'on dit, OK, voici comment est-ce que les gens consomment de services. Mais après, l'autre chose qu'on va faire, puis ça, c'est les deux lignes en bas, c'est on va regarder combien est-ce que tu dois, pour toutes les dépenses que tu fais, pour tous les services que tu consommes, comment ça évolue relativement à ton revenu à toi. Donc, combien est-ce que tu es capable de te permettre, c'est l'abordabilité relativement au revenu. Puis quand tu regardes aux États-Unis, il n'y en a pas de tendance. Fait que les Américains consomment de plus en plus de soins de santé, vraiment beaucoup, et relativement au PIB. Mais en plus, c'est une plus petite portion, par contre, de qu'est-ce qu'ils peuvent se permettre. Donc, c'est-à-dire que oui, ils consomment de plus en plus, mais leur revenu est tellement élevé qu'ils peuvent se le permettre parce qu'ils changent vers... Bon, mais maintenant, écoute, c'est tellement facile de... Disons, puis là, je suis un peu en train de dire où est-ce que l'argument s'en va. Si une télé devient, disons, devenait 99% moins chère, mon revenu réel a augmenté parce que la télé est devenue moins chère,
Puis maintenant, je peux dépenser la somme additionnelle ailleurs, notamment sur des soins de santé. Fait que c'est pas que les soins de santé sont devenus plus dispendieux, c'est qu'il y a d'autres secteurs qui me permettent de libérer des ressources vers Ouais, des soins de santé, mais mon revenu a augmenté parce que j'aurais pas pu m'acheter la télé sinon. puis oublie pas une affaire aussi. Au niveau des soins de santé, ce qui arrive, c'est que, évidemment, on pense tout le temps que c'est tous des soins de base, alors que c'est pas le cas. Mhm. Puis, c'est un peu la règle du 80-20. Là. Tu sais, si tu veux avoir là, la procédure top qualité, puis tout ça, c'est elle qui est super dispendieuse. La nouvelle procédure qui vient de sortir, le nouveau médicament qui vient de sortir, le nouveau protocole, c'est tout ça qui est super dispendieux. Puis, pensez-y, là, combien de fois vous voyez des GoFundMe au Québec? Il y a un enfant, c'est généralement avec des enfants, il y a un enfant, il y a une maladie qui est vraiment rare. OK? Ça finit tout le temps à peu près de la même façon. On n'a pas de façon de le soigner au Québec. Par contre, si on l'envoie aux États-Unis, il y a un nouveau protocole dans tel hôpital. Ah oui. Il est accessible. Ça coûte 120 000 Puis là, il va y avoir un GoFundMe, puis on va ramasser l'argent, puis le kid va partir, puis il va essayer la procédure. Puis elle n'est pas facile, cette procédure-là, puis peut-être qu'elle n'a pas un succès, mais il l'essaye pareil. On a pris de l'argent québécoise qu'on a mis dans un GoFundMe, puis il y a été. Ça arrive, ça. Ça arrive Écoute, souvent. c'est arrivé, Yann, à ma propre sœur, une de mes sœurs, elle n'a pas fait un GoFundMe, là, mais elle fait partie des rares cas où, quand tu te fais opérer pour les yeux, ils l'ont scrappé. Puis ça n'a pas fonctionné, puis elle est restée avec des halos, puis ce genre de trucs-là. Puis elle a été voir des spécialistes au Québec, puis ça s'est terminé par ben, il existe une manière de traiter ça. Il faut que tu ailles dans un hôpital à Boston, puis avec ton plasma, ils font des gouttes pour te mettre dans les yeux. Mais ça Ah. n'existe pas au Québec, ce truc-là. Ben, c'est ça. Fait que ça, il y a plein d'exemples comme ça. Mais chacun de ces soins-là, ultra spécialisés, disponibles uniquement aux États-Unis, c'est pas vrai qu'ils sont disponibles uniquement aux États-Unis. Ils pourraient être disponibles au Québec. C'est pas parce que les Américains sont plus intelligents que les Québécois. Ouais, Parce choisit qu'on a de un pas payer. système public qui refuse de financer les soins d'exception comme ça. Ben, tu vois, c'est là qu'il y a un parallèle qui est vraiment très important, qui illustre la chose. Puis, Puis c'est là que ça coûte cher, by the way. Là, toute la portion, ils disent, ils dépensent beaucoup plus que nous autres. Ben, il y a beaucoup de soins d'exception là-dedans. Là. mais en fait, ce que je veux dire, là, c'est la chose la plus importante. On devrait vouloir dépenser plus sur des soins de santé. C'est en fait un indicateur de santé économique. Non pas l'inverse. C'est la chose que les gens ne comprennent pas. Puis Ouais. ici, ça vient du travail de cet homme-là qui s'appelle William Baumol. Et il l'a appliqué initialement aux arts. OK? Et c'est hyper cité, ces travaux-là. Donc, l'article qui est là, c'est la chose qui a parti son affaire. Mais le livre que je mets à côté de sa Je les face, vois les parallèles à faire entre les deux. Là. ben, je sais que tes voix, je veux dire, ton intuition est généralement bonne. Le point que Baumol fait, il a inventé quelque chose qui est connu plus tard à travers le temps comme le cost disease. Puis l'idée est vraiment simple. Il y a certains services qui vont devenir de plus en plus chers, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont moins efficaces. Fait que imagine maintenant que tu as comme une économie avec plein de secteurs. Puis tu as quelques secteurs qui ont des gains de croissance hyper rapides en productivité. Donc l'industrie manufacturière, les technologies de l'information, tu peux penser AI, tu peux penser télécom, tu peux penser Internet, tu peux penser fabrication. Donc tous ces secteurs-là, ils ont beaucoup de croissance. Mais lui, il disait, dans les arts, là, tous les gains de productivité qu'il y a eu entre 1800 et aujourd'hui, est-ce qu'on a changé le temps nécessaire pour jouer un orchestre? Il dit non, on a toujours besoin d'une heure pour jouer une représentation. Donc, tu n'as pas de gain de productivité important dans les arts. Donc, et lui, il disait les arts... Mettons, les peintures, on les produit à moindre coût, mais je veux dire, ça n'a jamais été ça. Tu sais, je veux dire, un artiste qui fait de la peinture, par exemple, c'est pas le coût de la peinture qui l'empêchait de peindre. Là. C'est plus qu'il n'y avait pas de pince à la table. Oui, mais lui, ce qu'il disait dans son truc, c'est regarde, pourquoi est-ce que les artistes ont des salaires qui augmentent malgré que leur productivité n'augmente pas? Ça prend toujours le même nombre de musiciens jouer un orchestre. Alors, puis normalement, les gains de productivité déterminent les gains de salaire. Alors, pourquoi est-ce que les musiciens sont payés de plus en plus? C'est-tu parce qu'ils ont un syndicat? La réponse, c'est non, c'est pas dit en passant. Mais pourquoi est-ce qu'ils seraient payés plus? Bien, parce que si tu as une compétition, ben, il y en a au Québec, là, mais comme la productivité est construite par certains secteurs, les secteurs qui ont moins de productivité
pour garder des travailleurs, ils doivent offrir des salaires en lien avec les secteurs qui sont à haute croissance de productivité. Et ça veut dire aussi que les prix doivent augmenter. Fait que quand tu regardes qu'est-ce qui s'est passé avec le prix des arts a augmenté généralement à la même vitesse que le développement économique. Pourquoi? Ben parce que il faut que c'est les gains de productivité dans un secteur qui se traduisent dans l'autre. Fait que, Ben, la demande a augmenté énormément du côté Ben des oui, arts. Puis c'est la ça. réponse, tu sais, je veux dire, ben ça, avant ça, là, le paysan, là, il n'y avait pas Netflix. Puis c'est pas. oui, mais moi, t'es rendu où est-ce que le point est. Puis là, ici, les gens, je veux qu'ils pensent que art va s'appliquer aussi à santé. Parce que tout ce qu'il faut pour que ce qu'on vient de décrire se produit, il faut juste qu'il y ait des secteurs qui ont des gains de productivité, puis d'autres qui en ont moins de gains de productivité, puis tu vas avoir une augmentation des coûts. Fait que c'est l'idée que, comme il faut toujours un professeur par classe, qu'il faut un médecin pour examiner un patient, 4 musiciens pour jouer un quatuor à cordes, tu ne peux pas doubler la production dans ces secteurs-là. Alors, les salaires vont augmenter partout dans l'économie parce qu'ils sont tirés par les secteurs les plus dynamiques. Et là, les salaires vont augmenter, les coûts vont augmenter. Puis là, les gens disent, ben là, les coûts vont exploser. Mais non, non, ici, c'est pas Mais, un problème. C'est quelque chose qu'on devrait vouloir. C'est que tu arrives à l'idée que tu es en train de dire ben, c'est que. que l'ouvrier de la révolution industrielle, là, il en consommait pas d'or. Puis il mourait jeune, puis les soins de santé, c'était de la merde. Mais l'ouvrier de la manufacture dans les années 80, il Exactement. commence à consommer des arts un peu, il se paye un billet au Rolling Stones ou quelque chose de même, puis il est heureux, puis il en parle pendant 3 ans. Exactement. Mais l'ouvrier des usines de 2025, premièrement, il est full patch syndiqué, il y a des gros fonds de pension, il y a des soins de santé qui sont payés par l'employeur aux États-Unis. Et il va consommer soit beaucoup d'or ou ben non de Super Bowl, puis d'ailes de poulet, puis de la fin de même, mais du divertissement. Et- L'ouvrier d'usine en 2026, il en consomme en baptême. ben Il oui, en puis consomme infiniment plus que puis les l'ouvrier de gars, 1950. ben oui, mais c'est parce que si tu regardes aussi les gains de productivité puis l'augmentation de la richesse, ça correspond aussi avec la baisse du temps de travail, là. Général, qui dit baisse du temps de travail dit augmentation du temps pour les loisirs, le divertissement et autres. Fait que c'est sûr que si tu travailles 12 heures, 13 heures, 14 heures par jour, des bonnes chances que tu vas pas au théâtre le soir. Ben, Puis, tu sais, après c'est non ça, seulement ça, puis mais si tu veux faire le parallèle côté santé, ben, la journée que tu arrives puis que tu as une vie où est-ce que tu travailles 35 heures semaine dans une usine full patch syndiquée à 120 000 par année, ben, ça se peut que tu n'aies pas le goût de mourir à 60 ans non plus. Fait que tu es prêt à sortir des dollars de tes poches pour t'assurer de vivre jusqu'à 80, 82 parce que tu as beaucoup de concerts à aller voir. oui, puis écoute, non seulement ça, mais tu peux le voir au Québec. Là. Il y a un exemple. Dans l'histoire du Québec, puis Yann va l'apprécier, ce point-là. Les gens vers 1950, ils ne consommaient pas beaucoup de soins de santé. Parce que tu arrivais à un âge, tu n'étais pas particulièrement riche, mais aussi, t'avais pas, la qualité des soins de santé n'était pas particulièrement exceptionnelle. Fait que les gens, au lieu d'acheter de l'assurance santé, ils achetaient de l'assurance vie. Ouais. Parce que c'était un substitut à l'époque, étant donné la pauvreté. Mais maintenant, tu deviens tellement riche qu'une des choses qui se passe, c'est que la valeur des primes d'assurance vie relativement aux revenus, donc un peu le flot de revenus qui était Ça a assuré, baissé en ça a tabarouette. baissé, ça n'a aucun sens. Parce que les gens auraient dit on devient tellement riche que maintenant, on peut se déplacer vers un bien qui n'a peut-être pas autant de gains de productivité que dans le secteur de la fabrication, celui de la santé, mais maintenant, c'est parce qu'on est tellement riche qu'on peut se le permettre. Fait qu'ici, l'idée que les coûts augmentent puis que c'est une maladie ou un échec du marché, c'est le contraire. C'est un résultat du progrès économique. Si l'industrie ne devenait pas plus productive, les salaires n'augmenteraient pas, les coûts des soins de santé n'augmenteraient pas. Autrement dit, les services de santé deviennent chers parce que ton économie est hyper productive. Fait que s'il y a des secteurs comme la santé ou l'éducation qui représentent une part croissante du PIB, ben c'est parce que tu es dans une situation De où tu richesse. as une croissance exceptionnellement rapide des soins Il de faut que tu la sois riche en sacrament pour envoyer un flot de 19 ans avec des anneaux dans le nez, des cheveux verts, étudiant en anthropologie. Là. Effectivement, Il faut c'est pas autrement dit, pas ce dilemme-là, mais ce truc-là, cette démonstration-là qui a fait, elle doit être valide pour à peu près tous les domaines dont tu parlais au début, dans le fond, les biens de et luxe. la santé. La santé, c'est un de ceux qui est le plus étudié. Mais pour les produits de luxe, mettons, ça doit être la même chose. Ça doit être aussi Éducation, vrai. culture, c'est des produits de luxe. Hein. Toutes les choses que la productivité augmente moins vite dans ce secteur-là que dans les autres secteurs, tu as exactement ce qu'on vient de décrire.
Donc, santé, éducation, les La culture. beaux-arts, la culture, ça dépend. Parce que les livres, par exemple, le coût de la productivité dans les livres a beaucoup augmenté. Donc, c'est pas tous les types d'art, mais par exemple, les beaux-arts, donc la pratique, le patinage, la musique, les orchestres, les musées, eux, tu as une explosion des coûts, mais parce qu'il y a, je m'excuse, la productivité des musées entre maintenant et 1850, ça a augmenté de 30%. Là, je suis vraiment surpris. Ben écoute, je voulais aller voir Luke Combs, puis ça coûtait 600$. Là. Tu sais, je veux dire, est-ce qu'on aurait payé 600$ pour un spectacle country en 1980? Non, Ouais. effectivement. Mais, mais quand même, la productivité dans ce milieu-là, c'est pas dans la prestation des concerts, mais dans la fabrication, dans la création comme telle, ça a changé. Là. Si vous allez voir comment on faisait pour enregistrer de la musique en 1950, pour produire un son écho, pour avoir cet effet-là, il fallait que tu vides la pièce au complet. Là. Ça, c'est fait pour vrai. Là. Les premiers qui ont fait ça dans des albums, il y avait... Non, ils ne faisaient pas juste peser sur un bouton. Là. Ils vidaient la pièce au grand complet, puis ils mettaient le chanteur dans le milieu de la pièce, puis c'est le même qui créait l'écho. Aujourd'hui, c'est un plugin dans un ordinateur. Là, aujourd'hui, tu peux enregistrer un album chez vous avec de l'équipement quand même assez basique. Non seulement ça, mais ça, c'est parce que les gens peuvent se le permettre que tu as toute cette espèce d'expansion-là de produits artistiques, puis les gens peuvent développer des niches parce que tu n'as pas besoin d'une tonne de consommateurs pour bien vivre de ton art. Tu peux faire, avoir un band on the side, ce que tu n'aurais jamais pu faire avant. Par exemple, j'ai un collègue à Georgetown que lui, il joue occasionnellement. C'est un bon guitariste, mais d'ailleurs, quand tu vas dans sa maison, il y a comme 40 guitares. Lui, il fait juste collectionner des guitares. OK? Jason, là, il me fait C'est un freak. drôle de monde. Hein? Il y a du monde qui ont full cigare, il y a du monde qui ont full scotch. Non, mais lui, L'autre, il a full guitare. Mais lui, c'est un Toi, rocker. tu collectionnes-tu des schtroumpfs ou quelque chose de même? Ou... Non, moi, je collecte. Il y a un marché de ça pour vrai, là, les guitares usagées. Ah oui. Mais en plus, il m'en parlait. Écoute, il me dit, puis c'est un prof. Là. Il n'est pas pauvre. Mais je te garantis qu'un prof disons, 1950, dépensait pas peut-être le 5% de son revenu, parce que c'est probablement ça qu'il dépense chaque année sur ses guitares, 5% Mais de ça, son c'est revenu. bon. C'en est un bien collectionnable, c'est un bien de luxe. Là. Tu peux pas avoir une meilleure définition de bien de luxe que celui-là. Là. Je veux dire, pourquoi tu payes 10 000$ pour des bobettes autographiées de Luke Skywalker? Là? Je veux dire, il faut être fait là, un peu. Là. Mais non, mais tu sais, je veux dire, à un moment donné, il y a des affaires vraiment weird dans les biens de collection. Puis ça, c'est un bien de luxe par définition totale. Mais je veux dire, tout ce qu'on dit depuis le début, c'est exactement ça. C'est que le bien, dans le fond, de luxe, plus tu es riche, plus tu veux en consommer. Puis c'est exactement ça qui arrive avec la santé. Les Américains sont plus riches que les autres et ils veulent consommer plus de biens de santé à cause de ça, évidemment. Puis où est-ce que dans le monde, il y a le plus de recherche et développement du côté des médicaments? C'est probablement aux États-Unis. Où est-ce que dans le monde, on met au point des meilleurs protocoles pour différentes recherches par rapport à la santé? C'est généralement aux États-Unis. Tu sais, sincèrement, là, il y a plusieurs protocoles de santé qui sont appliqués en Europe, qui sont appliqués au Canada ou au Québec, que si ce n'était pas des États-Unis, on n'aurait pas ces protocoles-là. Là. Ouais. Effectivement. Sauf que là, il y a la contre-attaque du dôme qui arrive. Et mettons, je sais pas, Jean-François Lisée qui arrive dans le podcast, puis il dit Vincent et Yann, mais si c'était vrai ce que vous dites, aux États-Unis, l'espérance de vie serait plus élevée. Or, elle est plus basse. En fait, on a c'est déjà une nouvelle, répondu. ça. C'est la première fois que tu le fais. Joey est meilleur que moi pour l'affaire, mais. On l'a déjà répondu. En fait, quand tu Je le sais, regardes... on a fait un podcast là-dessus, mais c'est important de rappeler ces affaires-là. Ouais, écoute, on va faire... C'était pas dans les slides, parce que je m'étais dit, on en a déjà parlé, mais c'est vrai, des fois, il faut être répété parce qu'il y a des gens qui n'ont pas tout 3 écouté. points. La raison que les Américains ont une espérance de vie à la naissance qui est plus basse. Par contre, c'est pas vrai quand arrive l'espérance de vie à 65 ans. Les Américains performent beaucoup mieux. C'est elle qu'on devrait mesurer normalement pour savoir si un système de santé fonctionne bien, by the way. Je dirais pas que c'est elle qui est la meilleure, mais c'est parce que c'est elle qui définitivement... élimine les 3 éléments que tu vas nous parler. Là. Exactement. Fait que les Américains ont plusieurs problèmes qui n'ont aucun lien avec la performance du système de santé. Numéro 1, les Américains conduisent plus que tout le monde, de beaucoup, et ils font plus d'accidents de la route, et c'est généralement des plus jeunes, ce qui réduit l'espérance de vie à la naissance. C'est triste, mais ça n'a aucun lien avec le système de santé. 2, les Américains sont un petit peu plus violents que tout le monde, ce qui est absolument vrai. Le taux d'homicide aux États-Unis,
comme je dis souvent en joke, les États-Unis, c'est pas un pays européen qui fonctionne mal, c'est un pays d'Amérique qui fonctionne très bien. Ça, les Euh, gens ne réalisent pas hein, que le Canada, c'est juste un outlier en Amérique et les États-Unis sont juste à côté sur le reste de l'Amérique. Là. Il y a juste au Canada qu'on est moins violent, mais si tu vas dans n'importe quel autre mais- pays d'Amérique, autant Amérique latine, Mexique, États-Unis, les États-Unis sont plutôt dans la norme que l'exception. Là. Ben écoute, le seul tweet de ma vie qui a fait plus qu'1 million de vues, c'est quand j'ai dit le point que tu viens de faire. J'ai dit uh, The United States is not a poorly functioning European country. The United States is a well-functioning Latin American country. Puis ça résume ça. Puis effectivement, la grande exception dans les Amériques, c'est le Canada. Toutes les autres sociétés des Amériques sont exceptionnellement violentes. Le Nouveau Monde, généralement, est plus violent que le Vieux Monde. Et ça, c'est le paradoxe. Mais tout le monde veut comme se concentrer sur les États-Unis comme si c'était genre la seule chose qui existait. Ce qui est un peu drôle pour des gens qui souvent sont ceux qui sont les premiers à dire check l'américano-centriste, le monde devrait être un petit peu moins centré sur les États-Unis. Ouais, ben, c'est toi qui es trop centré. Là, je viens de te dire que l'exception, c'est pas les États-Unis, c'est le fucking Canada, tabarnak. Mais tu mets ça de côté, les États-Unis ont plus de violence. Plus de violence, c'est généralement chez les jeunes que les homicides aussi ont un effet, ce qui dégonfle massivement l'espérance de vie. Troisièmement, les Américains, puis ça rentre dans la même catégorie, sont plus obèses et ils consomment plus de drogue. Ces deux choses-là, et puis quand je dis des drogues, je parle pas des médicaments, là, je parle des drogues. Les drogues étant un bien de luxe, bien souvent. Là. Euh, Quand tu tombes dans le fentanyl, c'est pas toutes des histoires de gens pauvres, les affaires de drogue, ça, je veux Ben dire. moi, je l'appellerais pas un bien de luxe, je l'appellerais un addictive good. Puis Ouais. il y a un coin de théorie qui est important de distinguer avec ça, mais j'embarquerai pas là-dedans. On pourrait faire un épisode sur ce que les économistes appellent l'addiction rationnelle, la dépendance rationnelle, ce qui crée Ouais, c'est toujours intéressant. comment les économistes sont détestés de toutes les autres personnes. Ça, c'est une des raisons, l'idée d'un rational addiction, ça les fait freaker. Mais Prochain épisode. prochain épisode, la rational addiction. Mais Antoine Bernier prend des notes puis il va nous envoyer les épisodes promis qu'on n'a jamais fait. Ouais, c'est ça. ouais, c'est probablement ça. Mais tu sais, il y a tellement d'idées, puis on a tellement peu de temps. Mais, Ça fait 210 épisodes qu'on fait. mais encore une fois, les Américains consomment beaucoup de drogue, il y a beaucoup d'overdose et aussi il y a beaucoup d'obésité, ce qui réduit l'espérance de vie. Mais aucune de ces dimensions-là n'ont un Ah, puis il y lien avait une avec. comptabilité aussi au niveau des mortalités infantiles, tu me disais. Exactement. Puis ça, c'est le dernier, mais ça, c'est un truc qui n'a pas rapport avec le comportement de santé, c'est juste comment est-ce que les choses sont rapportées. Les Américains mettent beaucoup plus d'efforts pour sauver les enfants nés prématurés, mais comme ils comptent toute naissance, même si elle n'est pas viable au début, puis que c'est clair que ça ne va pas réussir, ils ne sont pas comptés comme des morts-nés. Donc, ils comptent plus de bébés morts que des autres pays. Ça explique à peu près un tiers de l'écart de mortalité infantile entre les États-Unis puis des pays super performants comme l'Autriche Ça, et la mais Finlande. ça, c'est un des beaux paradoxes qui illustre exactement ce que tu veux dans par rapport au système de santé puis bien de luxe. Parce que tu arrives, tu dis, si tu es pour avoir un bébé prématuré, aux États-Unis, on va mettre plus d'efforts, on va déployer plus de ressources. Ça coûte de l'argent, là. OK? Ça coûte beaucoup d'argent, ça. Là. Mais on va déployer plus de ressources pour un bébé qui, dans la plupart des autres pays, serait juste mort-né. Oui, puis non Les autres seulement vont- ça. Ben, en fait, Puis regarde, de temps en temps, ça va puis on va en sauver plus. On va en sauver plus, mais comme il est né, ben, puis il est né dans des conditions qui sont extrêmement difficiles, il y en a aussi plus qui vont mourir. ben, écoute, tu veux un point. Là, les trois ici, on est parents maintenant. Là, fait que Oui, je Frank sais, mais s'est joint un peu. juste finir pour mettre ça au clair parce que tu es allé vite un peu. Là. Autrement dit, le bébé qui est mort à l'intérieur du ventre de la mère, par exemple, puis fait que lui, il n'est jamais considéré dans la mortalité infantile, il n'est jamais né, Exactement. autrement dit. Fait qu'il n'est pas calculé dans l'espérance de vie. Sauf le bébé qu'on voit qu'il a une difficulté, on fait une césarienne d'urgence, qu'on réussit à le sortir, puis qu'éventuellement, on perd quand même. Mais parce qu'on a réussi à le sortir, parce qu'il est né, autrement dit, puis il a vécu 12 heures ou 24 heures, ben ce bébé-là va compter dans la mortalité infantile. Ah, on parle même des fois d'affaires de minutes après Mais l'éjection. Mais c'est mais- parce mais- qu'ils sont riches qu'ils ont essayé. Là. Ben non seulement ça, mais des fois, c'est même que c'est en fonction du. Là, j'ai oublié l'article, les détails de l'article que je me réfère, qui est par Emily Oster dans American Economic Journal. C'est que dès qu'un enfant est en bas de 500 grammes, puis là, pour ceux qui ne comprennent pas, 500 grammes, là, c'est Ben, c'est un fucking livre. Là. C'est C'est un livre de petit, beurre. Chris. c'est petit en tabarnak. Ça, c'est un enfant prématuré, genre solide, Ouais. né au milieu du deuxième trimestre. Si c'est pas genre, tu sais, comme
au début du deuxième trimestre. Ah J'exagère, ouais. là. Mais tu Ben, sais, si tu as tenu ton enfant, un enfant qui est né à terme, là, s'il fait en bas de 5 livres, il y a vraiment un problème. Là, on parle d'un dixième de 5. On parle d'un cinquième de ça. C'est pas grand-chose, là. C'est vraiment petit. Dans plusieurs pays européens, il n'y a même pas d'efforts qui sont faits pour garder cet enfant-là en vie, tout simplement parce qu'ils n'ont pas les ressources pour le on faire. dit qu'il n'est pas viable. Ils ont dit qu'il n'est pas viable. Aux États-Unis, la ressource est dépensée, mais comme elle est dépensée, c'est parce qu'ils sont très riches qu'ils peuvent le faire, mais aussi, ça rentre dans les données, fait que ça affecte tout ça. Mais Ouais. tout ce que j'ai dit, en fait, celui des mortalités infantiles, c'est un témoignage de la performance exceptionnelle du système de santé Exact. qui pensent qu'ils sont capables de réussir à faire ça, puis qui sont prêts à déployer des ressources que personne d'autre veut déployer. Puis les 4 autres que j'ai mentionnés, l'obésité, la consommation de drogue, la violence et les accidents de la route, ça n'a aucun lien avec la performance du système de santé. Il y a 0 lien avec la performance du système de santé. Ceux qui disent ça, ils ne comprennent pas de quoi ils parlent. Ils ont juste comme sorti une stat, ils ont fait le move Our World in Data, ils ont downloadé, puis ils n'ont pas pris le temps de penser à qu'est-ce qu'il y a derrière les chiffres. C'est sûr que des fois, Our World in Data, c'est très suffisant pour finir des arguments stupides, mais des fois, tu peux faire des arguments stupides avec des bons outils. Mais tu sais, By the way, avec Ozempic, là, le bout d'obésité, ça tiendra plus à route bien vite. Là. Je te garantis que dans 10 ans, le taux d'obésité aux États-Unis va avoir baissé. Ben, écoute, j'ai lu des articles là-dessus, Vincent. Mais, attends, mais faisons ça pour la taverne. Je veux juste Non, non, il y a mais un point un que peu je veux... 2 secondes, juste le temps que je dise ma phrase. Là. Ozempic, présentement, a des bienfaits dans la profitabilité des compagnies aériennes. Il dépense moins de carburant depuis que c'est arrivé. Avoue que tu voulais l'entendre, celle-là. Là. Écoute, écoute, moi, je suis dans le stade où je pense au truc d'Ozempic parce que j'ai toujours eu de la difficulté un peu avec mon poids. Mais les side effects me dérangent un petit peu. Mais la réalité, c'est que quand tu regardes les side effects, il y a des gens qui compilent, la baisse des side effects est considérablement incroyable. Les progrès qu'il y a eu dans ce domaine-là, je ne serais pas surpris. Puis c'est pour ça que ça... En fait, je suis un peu content finalement de te l'avoir laissé le dire parce que ça va aller vers le point qui est le plus important, c'est que les gens pensent que ce que je suis en train de dire, c'est que si tu laisses le marché en charge des soins de santé, les dépenses vont augmenter plus vite que l'économie. Puis un jour, ils vont manger toute l'économie. Littéralement, on va s'appauvrir, on va mourir de faim pour consommer des soins de santé. Mais ça, c'est vraiment une mauvaise compréhension de c'est quoi qui est ici. Ce qu'on a ici, c'est ce qu'on appelle un bien normal de luxe. Généralement, ce qui se passe, c'est que tous les biens normaux de luxe, il y a un range dans lequel ça va augmenter, puis il y a un range dans lequel ça va diminuer au fur et à mesure que tu as des progrès technologiques. Puis on le voit déjà un peu ici, puis c'est ça le graphique que je montre maintenant. Puis ce que je vais expliquer, c'est que si les coûts de santé augmentent plus vite que l'inflation moyenne, oui, mécaniquement, ça veut dire qu'il y a d'autres postes de dépenses qui vont représenter une plus faible part de la consommation, mais ça ne veut pas dire que ce que tu vas consommer en termes de quantité des autres biens va baisser. En fait, pour que tu consommes plus de soins de santé, c'est parce que tu peux consommer plus facilement les autres choses. Tu peux consommer plus facilement des télévisions, tu peux consommer plus facilement des services Internet, des services de téléphone, des automobiles. Alors là, tu peux consommer plus d'autres biens et donc consacrer une part de tes revenus à des soins de santé. C'est parce que tu deviens plus productif, plus riche, que tu peux consommer plus de soins de santé. Mais éventuellement, quand ça va représenter une grosse partie de ton budget, ben les autres, tu vas avoir comme des incitations à dire, ben est-ce qu'on peut faire des innovations maintenant en santé qui peuvent libérer des ressources pour d'autres nouveaux secteurs, d'autres nouveaux biens de luxe, comme disons, j'exagère pour dans 30 ans, mais aller dans l'espace. Tu sais, faire des voyages interspatiaux, j'exagère pour... Mais ça va être difficile d'aller là parce que l'être humain, fondamentalement, puis ça, c'est peut-être un des sujets du prof Caron préféré, mais l'être humain a peur de mourir. Donc, la dépense possible en soins de santé, c'est vrai qu'elle est presque est pas infinie, on comprend. Il y a une limite d'argent que tu peux dépenser dans une vie. Mais ton désir de mettre de l'argent sur tes soins de santé, il est toujours très, très, très grand parce que tu es dans une position où est-ce que tu as peur de mourir, tu veux étirer ta vie généralement. Donc, c'est facile d'avoir comme préférence d'aller vers un bien de consommation de luxe comme la santé. Mais aussi, tu sais, quand on était plus jeune, 15-20 ans, on se disait, la personne, on disait ça en joke, là, mais la personne qui va inventer une pilule qui fait maigrir va se mettre riche, puis pas à peu près.
Christy, on est en 2026, puis c'est arrivé un peu. Puis Ça là, commence à être ça en pic. c'est pas une pub pour Ozempic parce que tu l'as bien dit, là, il y en a des effets secondaires, puis c'est pas un style de vie que tu devrais choisir. Mais là, tu te dis, là, on est en 2026, puis il y a ça qui est sur le marché, puis qui commence à être consommé profondément, qui a un impact même sur les compagnies aériennes au niveau des finances. Tu te dis, tabarouette, ça commence à être spectaculaire comme move. Mais là, tu te dis, OK, puis dans 20 ans, ça va être quoi? Ben, La fameuse pilule sans Ouais, effet secondaire va puis- peut-être exister pour vrai. Je veux juste dire de quoi par rapport à ça. C'est, tu sais, on dit souvent la fameuse phrase de Bastia, là, il y a ce qu'on voit et ce qu'on voit pas. Là. Ce qu'on voit pas dans cette affaire-là et que tu peux comme anticiper, c'est la baisse aussi. Le fait que cette pilule-là, maintenant, ou ce médicament-là, c'est pas toujours en pilule, là, peut exister, là, ça amène aussi potentiellement à la baisse de comportements crissement néfastes parce qu'il y a des gens qui prennent d'autres drogues vraiment plus nuisibles pour maigrir, là. Entre autres, des gens qui essaient de maigrir en prenant des speeds, en prenant d'autres médicaments sous ordonnance qu'ils ne sont pas censés prendre, qui se procurent sur le marché. Ça existe. Il faut sortir de notre monde imaginaire. Il y a des gens qui prennent des speeds pour maigrir, là. Ben, s'il peut. Fait que là, c'est beau dire, ouais, mais l'Ozempic a des effets secondaires. Ben, je pense qu'ils sont probablement moins pires que de se procurer de la drogue de synthèse dans la rue, là. Ben, écoute, non seulement ça, mais Yann, quand il a dit le truc ce que le prof Caron dirait, c'est pas la bonne manière de le voir. C'est pas qu'il a tort en soi. C'est que la bonne réponse, c'est que éventuellement, si tu dépenses une grosse portion de ton revenu, quelqu'un qui peut faire un profit en libérant des ressources pour toi pour d'autres choses, ne serait-ce que différents biens de santé. Donc, ça pourrait être des trucs un peu différents. Tu sais, comme par exemple, si tu réduis tous les coûts de santé sur l'obésité, ben, la personne peut dépenser plus pour des soins de fin de vie, une meilleure qualité à la fin de sa vie. Fait que, tu sais, il y a certains soins de santé qui peuvent se réallouer entre eux. C'est pas vrai que c'est On va juste tout se un faire seul truc. cryogéniser. Ben, en fait, tu dis ça, mais j'ai un de mes collègues qui a acheté un service de ça. J'en ai un autre qui est weird. C'est pas une joke, c'est pas une joke. Les profs d'université, il y a des méchants wackos là-dedans, pareil, hein, on va se le dire. Là. Ben, un de mes collègues ici, c'est ce qu'on appelle un futuriste. Il est très unique. Je vais laisser ça. On pourra en parler à un moment donné, puis je vais poser plus de questions pour lui au détail de qu'est-ce qu'il pense. Mais le point, c'est que c'est pas parce que tu dépenses beaucoup que c'est une mauvaise chose. La vraie question que tu devrais poser, c'est quoi les mécanismes qui existent pour justement contrôler les coûts via la concurrence et via l'innovation pour que tu puisses, quand j'ai dit, tu sais, que oui, tu vas dépenser plus jusqu'à un certain point, mais éventuellement, tu vas avoir un bien. Un bien n'est pas toujours un bien normal ou un bien inférieur ou un bien de luxe. Il y a des ranges dans lesquels il peut alterner. Et la question, c'est quoi qui fait que tu peux l'avoir? Bien, ici, je peux déjà te montrer que les États-Unis, tu le vois un peu. Fait que la courbe qui est là, ici, ce que ça montre, c'est la quantité de soins consommés sur l'axe des X et le coût relativement aux revenus des soins de santé qui sont consommés. Donc, à quel point tu dois sacrifier d'autres biens pour avoir des services de Et sur ce santé. graphique-là, moi, ce que ça me dit, c'est que les Américains sont dans une zone de haute performance. Ils sont dans une zone de haute performance. Mais la chose qui est importante de remarquer, c'est que les axes ont la même dimension. Fait que, normalement, si ton économie devait tout manger, ta santé devait tout manger ton économie, ben, tu devrais avoir une ligne à 45 degrés qui coupe genre que si tu dépenses 100% de ce que toutes les autres dépensent, mais ça va te coûter aussi 100% de tout ce que les autres dépensent. Tu ne devrais pas avoir d'alternance à ça. Mais les Américains, malgré qu'ils sont 45% plus riches que tous les autres pays dans l'échantillon qui sont là, ben leur coût du système de santé relativement aux revenus, il est juste il est juste comme 15% plus élevé. Fait que quand les gens disent ah, mais regarde, les Américains, ils dépensent plus en santé. Oui, mais c'est parce qu'ils sont plus riches. Fait que, tu sais, si l'Albanie a des coûts de santé très, très bas, c'est pas parce que l'Albanie a un système hyper performant, tabarnak. L'Albanie a des coûts de service parce que le reste de son économie est fucking pas productif puis que les médecins, tu peux les payer des pinottes. C'est aussi simple que ça. Fait que les États-Unis, par contre, quand tu dis ben, on va tenir compte, tu normalises pour le revenu, les Américains sacrifient beaucoup moins de ressources que les autres. Puis on voit le Canada sur l'axe des Grecs est à peu près au niveau des États-Unis, mais beaucoup plus à gauche dans le graphique. Fait que de cette façon-là, on est clairement moins performant. Ben, c'est là que le graphique du Fraser fait beaucoup de sens, c'est-à-dire qu'on paye très cher pour beaucoup moins de services qu'on obtient en termes de performance. En fait, en termes de notre
proportion de revenus, ce que je comprends, c'est qu'on paye presque le même taux que les Américains. Donc, en dollars absolus par habitant, on en paye moins. Mais en termes de proportion de notre revenu, c'est sensiblement pareil aux Américains. Mais la C'est- différence de service entre les deux qu'on reçoit est phénoménale. Là. On reçoit beaucoup moins de services qu'un Américain pour quelque chose qui est sensiblement le même coût en termes de proportion de revenus. Exactement. Donc là, c'est relativement à ton revenu. Fait qu'est-ce que ça a augmenté plus vite que ton revenu par tête de pipe? Puis la réponse est oui, ça a augmenté un petit peu plus aux États-Unis, mais c'est parce que les Américains sont plus riches. Mais si ça a augmenté, le revenu a augmenté de 30 c'est pas vrai que le prix de ce que tu dois sacrifier en termes d'autres biens et services a augmenté de 30 Il a augmenté de beaucoup moins de ça parce que les Américains, maintenant, sont plus riches, consomment plus. Mais c'est parce qu'ils sont plus riches qu'ils ont besoin de moins sacrifier de consommation pour avoir Ben des oui. soins de santé. Puis ça, c'est le paradoxe. Mais c'est parce que le système de santé, si tu regardes, par exemple, la croissance de productivité dans le secteur manufacturier, là, qui est, pour revenir à la maladie du gars Beaumol qu'on parlait au début, productivité du secteur manufacturier, dans pas mal tous les pays, c'est 2 pour 1 relativement au secteur de santé. Puis c'est des gens que tu peux s'associer en des secteurs en termes d'inhérent de talent lorsqu'ils décident de se former à l'université. Puis, Ce qu'un ingénieur biochimique peut faire, c'est le même type de capital humain en termes de quand tu décides de quoi étudier que ce qu'un médecin a besoin. C'est juste que Chris, l'ingénieur biochimique, il se fait payer une calice de beurre et plus qu'un médecin pour moins d'années de traitement. Fait que son revenu sur une vie, ah, OK, fine, je vais le faire. il est cool ton graphique parce que. Alors, reste où ce que tu étais. Excuse. Change pas où ce que tu étais. Une des personnes au Québec qui parle des systèmes de santé partout dans le monde puis qui le fait d'une bonne manière, c'est souvent Karim El Ayoubi. Yep. Puis il va nous parler souvent. Il dit l'État peut être assureur, mais il n'est pas obligé de donner la prestation de service. Ce serait plus efficace si on ne la donnait pas, ainsi de suite. Notamment en France, c'est pas tout le temps l'État qui donne la prestation de service. Il y a des compagnies privées, tout ça. On voit très bien le point de la France sur le graphique, puis je veux qu'on prenne le temps de le regarder. Là. On consomme à peine un peu plus de services de santé que les Français sur ce graphique-là. Donc, l'axe des X, là, le Canada est un petit peu en avance sur la France en termes de quantité de services qu'on consomme, mais c'est légèrement plus. On a le Par même contre, niveau de demande pour les ouais, services. c'est ça, on a sensiblement la même demande de services. Par contre, le coût du système français en proportion de leurs revenus est vraiment beaucoup moindre que celui du Oui. Canada. Là. Il est carrément Exactement. en dessous de la Mais la ce qui est ligne. c'est ça, mais ce qui est fascinant, c'est que la France et les États-Unis nous permettent de faire une comparaison qui est la suivante. C'est quand tu regardes la ligne, tu sais, la France est quand même performante par rapport à la ligne bleue. Tu sais, elle a à peu près la même distance que les États-Unis. Mais moi, ce que je comprends, là, c'est qu'au Canada, tu dépenses la même proportion de ton revenu que les Américains, mais tu consommes à peine les services que les Français, eux, C'est- consomment de leur côté. C'est pas, Mais les... c'est pas la proportion de ton revenu. Il faut toujours que je clarifie ça. C'est C'est quoi? le prix que tu payes. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on prend parce qu'on a des indices de prix, puis ce qu'on regarde, c'est qu'est-ce que cet indice de prix-là est, étant donné la quantité que tu consommes, relativement à ton revenu. Fait que c'est comme si on ajustait pas juste parce que c'est pas les dépenses par, Ouais, c'est un sur peu ton comme revenu. parité, pouvoir d'achat par pari. Comment on C'est appelle comme, PPP, là. Ouais. ouais, c'est une sorte de Ouais, ouais, PPP ouais. un peu. C'est comme si je disais, je prends la quantité que tu consommes. Fait que je vais tenir compte. Parce que si je prenais juste les dépenses, right, ça serait les dépenses d'une place relativement au PIB puis that's it. Puis là, les États-Unis, effectivement, dépensent beaucoup. Mais non, là, ce qu'on fait, c'est ce que tu dépenses et qu'est-ce que tu obtiens en termes de quantité de service. Ah ouais. C'est ça qui est essayé d'être mesuré Ah ici. ouais. C'est imparfait, mais ça veut dire que c'est le prix vraiment par unité de service. Là. C'est ça que Ben, tu dois lire, l'axe des Y. C'est ton prix par unité de service. Puis quand tu dis que Karim, d'ailleurs, Karim, pour un médecin, là, son intuition économique, il n'y a pas de formation en économie, mais je te dirais qu'il batte du 90. Là. Tu sais, je veux dire, il dit un truc qui est lié à l'économie, puis de temps en temps, je suis comme, ah, je l'aurais dit différemment, mais calice, une moyenne de 900 au bâton, là, c'est fucking bon, Ah, je te tabarnak. remercie, Vincent. non, mais Il l'a. Généralement, là, il est comme on fucking point. parce que où est-ce que tu veux être sur ce graphique-là? Tout le monde comprend, c'est minimalement sa ligne bleue. Puis si tu peux être en dessous de la ligne bleue, c'est là que tu veux être. OK? Tu veux être Par le plus contre, bas possible en dessous de la ligne bleue.
C'est ça, tu veux être le plus bas possible en dessous de la ligne bleue, mais tu veux pas être trop à gauche non plus. Tu l'as dit avec l'Albanie. Tu n'as pas le Ouais, goût la d'être Russie, l'Albanie. ça, on le voit. C'est ça, vous n'avez pas le goût d'être là non plus. Fait que oui, tu veux être en dessous de la ligne bleue, mais tu veux quand même être le plus à droite possible là-dedans. Tu sais, le spot idéal, c'est d'être en dessous de la ligne bleue à droite. C'est les États-Unis. Après ça, c'est qu'est-ce que tu as? C'est le Luxembourg. Tu sais, je veux dire, je veux dire, Luxembourg, Chris, c'est pas l'air d'être déplaisant de vivre là-bas. Là. Non, Après effectivement. ça, Non. tu vas avoir quoi? Autriche, Finlande, Belgique, Grande-Bretagne, France, c'est Japon, c'est des places où est-ce que tu peux être, que c'est confortable. Là. Mais moi, je suis déçu parce que sur le graphique, on ne voit pas les données pour le meilleur système de santé au monde, qui est le cubain. Moi, c'est. Ben, on n'a pas beaucoup de données de qualité sur Cuba. Non, ben, t'as peu. I'm no fuck- Deuxième phrase NPC relative à la santé. Les Cubains, c'est sûr que c'est difficile. Là. Mais le médecin, par exemple, ils ont les meilleurs médecins au monde. Ça, on parle-tu Mais- de la gang de pas mais- bons qui ont annoncé qu'il manquerait de carburant le 9 février pour le retour des avions le 8 février? Mais écoute, il faut quand même souligner la meilleure chose que j'ai jamais entendue sur Cuba. Il y a plus de médecins qui travaillent dans des bars que de médecins qui travaillent dans des hôpitaux. Puis ça vient de dissidents cubains qui me confirment que les médecins, souvent, ils sont supposés être à la clinique. Puis en réalité, ils travaillent à l'hôtel où est-ce que les touristes vont parce qu'ils peuvent se faire payer en US. Fait que, tu sais, définitivement, une conversation avec un médecin comme bartender, c'est probablement le bartender le plus compétent que tu as jamais rencontré en termes de capital humain. Complete fucking waste. Je veux dire, t'as pas besoin que ton bartender soit très éduqué pour. Je pense pas qu'il y a besoin d'un doctorat en médecine pour. Non, je veux juste qu'il fasse la différence entre un margarita et une bière. Un Bahama Mama étant le seul drink des Caraïbes qui est permis selon moi. Mais le point, puis je vais sauter ce graphique-là, c'est là que ça devient la question, c'est quoi le. Puis je suis content que tu aies amené Karim dans la conversation un peu. La question, c'est quoi la manière d'avoir des mécanismes qui réduisent les coûts en augmentant la quantité de services. Parce que c'est ça qu'on devrait vouloir. Le standard, c'est pas de minimiser les dépenses. Parce que si tu voulais minimiser les dépenses, tu fais juste dire aux gens « fuck you, die ». Ben, Tu vas réduire, moi, tu vas minimiser les dépenses. Quand je veux réduire les coûts de mon équipement de catcheur que je veux m'acheter, puis que je veux augmenter sa qualité, ben je l'achète aux États-Unis quand je suis en visite là-bas. Ouais, ben tu sais, écoute, si je te disais, mais tu sais, quand il utilise les dépenses par tête de pipe, notre ami Dumas qui a commencé avec, ce que beaucoup d'autres personnes font, si tu voulais minimiser les dépenses de baseball pour toi, tu ferais juste pas acheter d'équipement de baseball, right? Ouais, mais je serais moins heureux un peu. Là. Ben, c'est ça. Le vrai standard, c'est comment tu fais pour avoir le plus d'unités de service que tu peux te permettre pour le moins cher possible. Puis ça, c'est un autre standard complètement d'analyse. Puis c'est là que les États-Unis ont beaucoup de critiques qu'ils peuvent manger parce que je veux pas faire une défense des États-Unis en soi. Je pense que les États-Unis ont un paquet de trucs qui fonctionnent, mais il y a plein de trucs qui fonctionnent pas. Notamment aux États-Unis, tu sais, l'idée que c'est un libre marché, puis ça, c'est l'idée qui est comme l'autre truc qui était gossant. Je suis capable de ça. Hey, il y a un gars assis dans le bureau ovale qui gouverne par décret. Là. Arrêtez de me parler du paradis libertarien. Je suis plus capable. Là. Ça, les gens peuvent-ça updater le logiciel. Des fois, on dirait qu'ils sont restés sur le... Oublie ça, tu peux pas. C'est trop difficile d'avoir des visions nuancées parce que sinon, tu finis par être Fred Savard. Tu peux pas. You can't compute. La taverne. Can't compute. Mais l'exemple classique que moi j'adore le plus, c'est qu'aux États-Unis, dans plusieurs États, tu as ce qu'on appelle des Certificate of Need. Puis ça, c'est la chose la plus débile que j'ai jamais vue. C'est comme quasiment plus débile que le ministère de Christine Fréchette puis de Pierre Fitzgibbon. C'est dans l'univers des politiques publiques stupides, Certificate of Need, c'est définitivement le champion des imbéciles. Ça fait commis un peu. Là. Ben, Certificate of Need, là, pour les gens, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'il faut que si je veux ouvrir un hôpital dans un État particulier, puis il y a 35 États aux États-Unis qui ont une loi de ce type-là, c'est que je dois faire une pétition à un comité bureaucratique qui va voter sur si oui ou non mon nouvel équipement, mon nouvel hôpital, ma clinique est nécessaire. Et qui siège sur ce comité? D'autres fucking hôpitaux! Mes compétiteurs potentiels. Mes compétiteurs potentiels. Fait que qu'est-ce que tu penses qu'ils vont faire? C'est quasiment comme demander aux Canadiens de Montréal de voter pour le retour des Nordiques dans NHL. Ben, exactement. C'est comme sûr, ça y tente, hein? C'est sûr, tu sais, que t'es là. Ben oui, on va cannibaliser notre propre marché. Hey, go for it, man. Mais t'as des États qui ont enlevé ces lois-là. Fait qu'il y a un de mes amis
qui est Shishir Shakya. Il y a un article qui est sorti comme récemment là-dessus. Puis il a Il est regardé. fétiche, lui, ici, ou c'est correct? Ben, Shishir, c'est juste un gars qui travaille. Écoute, moi puis lui, on est littéralement au même niveau de productivité. Moi, je suis fier de dire que je produis énormément comme économiste. Donc, je produis énormément d'articles puis je suis toujours au travail. Shishir, c'est une des seules personnes qui me donne un nasty run for my money. Parce que lui, je sais pas comment ce qu'il fait. Puis il a plus d'enfants que moi. Fait que je ne sais pas comment ce qu'il fait. Puis sa femme travaille aussi. Fait qu'il n'y a pas de femme à la maison. Ce gars-là, il est juste. C'est un surhumain. OK? Je l'admire. Mais il a étudié l'effet d'avoir les États qui ont enlevé ces lois-là. Et ce qu'il trouve, c'est que quand tu regardes en tenant compte de la quantité de services consommés, qu'est-ce qui s'est passé aux dépenses? Bien, les dépenses sur des médicaments ont diminué relativement au PIB de l'État. Sur les équipements médicaux, c'est moins coûteux. Pour les dépenses sur le Medicaid, moins coûteux. Sur Medicare, moins coûteux. Fait qu'en gros, ils sont capables de réduire les dépenses en gardant le niveau de service plus élevé. Puis ça, c'est un bon standard, mais ça revient au point de Karim, avec les imitations que Frank peut faire de manière absolument efficace. C'est que c'est quoi le mécanisme de provision qu'on devrait vouloir? Ici, tu sais, quand tu regardes, il y a Medicare puis Medicaid qui sont des systèmes publics. Mais avec la présence d'un système plus concurrentiel, tu peux avoir le même niveau de service pour moins cher. Fait que c'est ça le vrai standard. Fait que quand tu as des gens comme l'IRIS, je dis des gens, mais quand l'IRIS propose ces espèces d'études que d'autres personnes utilisent puis qui font juste dire les dépenses par tête de pipe ou qui utilisent juste le PIB, ils ne comprennent pas le point fondamental qu'on fait depuis tantôt, qui est que ça ne capture pas la quantité de services offerts véritablement. Fait que la vraie question, c'est comment est-ce que tu peux avoir des mécanismes de marché qui peuvent être introduits pour réduire le plus les coûts, puis en même temps s'assurer que tout le monde ait accès à un certain niveau de service, un minimum minimal, ou ce qu'on pourrait juger socialement viable. Puis c'est là que la phrase, il faut que tu sépares la question du financement ou de l'accessibilité de la provision. Et ici, je pense que l'exemple américain est un bon exemple. Puis j'ai un autre collègue, Tom Stratman, qui est absolument allemand. Il a étudié d'autres aspects de ces lois-là, notamment sur la qualité des soins. Puis il trouve que quand tu enlèves ces lois-là, la qualité des soins s'améliore pour le niveau de dépenses que tu fais. Fait que, au final, c'est la bonne question à poser. C'est pas comment est-ce qu'on fait pour minimiser les dépenses de santé, c'est comment tu fais pour maximiser la qualité et la quantité de soins que tu peux avoir pour chaque dollar que les gens veulent dépenser. Ça a bien été. Ouais, je fais ce que je peux. C'est passer à la partie moins généreuse de l'épisode. Vincent a des comptes à régler avec Je veux pas de compte à régler. des gens avec de l'intelligence, contre l'intelligentsia de l'île Aura. Donc, on va en parler dans quelques instants. Qu'est-ce que t'as fait, là?